À 52 ans, le socialiste José Sócrates vient d'être réélu Premier ministre du Portugal, mais il doit gouverner en minorité faute de coalition. Et la tâche est loin d'être facile. Le taux de chômage dépasse pour la première fois les 9% au Portugal et le déficit public devrait être 3 fois plus élevé en fin d'année que les 3% exigés par le pacte de stabilité. Outre ces questions de politique intérieure, il revient également sur la mise en place du traité de Lisbonne. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Le traité de Lisbonne entre enfin en vigueur. Êtes-vous plutôt satisfait ou est-ce qu'avec le recul, 2 ans après, vous pensez que les choses auraient pu être faites autrement ? Tous les traités, quand ils se mettent en place, sont synonymes de renouveau. Et l'Europe, avec le traité de Lisbonne, devient non seulement plus forte et plus apte à répondre aux espoirs de la société européenne et aux besoins de l'économie européenne, mais aussi à répondre aux défis du monde. Le monde a besoin d'une Europe plus forte. Ce ne sont pas seulement les Européens qui en ont besoin, c'est le monde entier qui a besoin que les valeurs, les attentes et la culture européenne soient plus fortes. Et donc le traité de Lisbonne, c'est un bon début pour l'affirmation de l'Europe dans le monde. Dans l'étape suivante, lors du choix des hauts représentants de l'Union européenne, on a eu l'impression que les nominations d'Herman Van Rompuy et de Catherine Ashton ont été une façon de montrer que l'Europe renonçait à une position politique forte pour privilégier de plus en plus l'aspect économique du marché unique. Est-ce que c'est vrai ? Non, je ne vois pas les choses comme ça. Je pense même que les nominations de ces deux personnalités, qui ont un long parcours politique et qui ont déjà fait leurs preuves dans le cadre du projet européen, soulignent l'importance de rassembler les deux familles politiques les plus importantes, celles du Parti populaire et du Parti socialiste, dans le soutien aux institutions européennes. Cela avait une importance énorme et on a bien réussi. D'autre part, ces deux personnalités ont une longue expérience politique et que ce soit le Premier ministre belge ou la commissaire britannique, ils sont bien connus en Europe et seront certainement à la hauteur de leurs fonctions et de leur mission. Mais croyez-vous vraiment que dans le monde on les voit comme des personnalités fortes ? Les personnalités deviennent fortes après avoir accompli leurs fonctions et je suis sûr que le Premier ministre belge va très bien faire son travail. Je le connais assez bien, je connais sa pensée et son engagement pour l'Europe. C'est un grand Européen, un homme qui a des valeurs et des principes politiques axés sur les points de vue européens et je suis sûr qu'il va faire un excellent travail pour que l'Europe puisse s'affirmer. On ressent une certaine frustration de l'opinion publique après ces deux nominations. Surtout en cette période où on parle d'un énorme besoin de rendre l'Europe plus proche des citoyens et vice-versa. Pensez-vous donc que la procédure suivie a véritablement contribué à ce rapprochement ? Ces deux personnalités ont été choisies selon les dispositions du traité de Lisbonne. Je ne vois pas d'autre façon de le faire. Le président a été choisi par le Conseil, c'est un choix tout à fait démocratique, car autour de la table, il n'y avait pas un seul Premier ministre qui n'ait pas été élu et qui ne représente pas ses concitoyens. La presse a beaucoup parlé du fait qu'aucun profil n'avait été prédéfini, comme si on ne savait pas quel genre de profil on cherchait pour l'Europe. Le profil qui s'adapte le mieux à un président de l'Europe, c'est celui d'un européiste et ce profil-là, sans aucun doute, le Premier ministre belge l'a. Une fois passés les effets les plus nocifs de la crise économique, Bruxelles accorde au Portugal 4 ans pour revenir aux critères du pacte de croissance et de stabilité et donc revenir à un déficit de 3%. Ce délai est-il selon vous réaliste et est-ce qu'il a valeur d'obligation pour le gouvernement portugais ? Je pense que ce délai est réaliste, mais j'aimerais commencer par vous dire quelque chose. Concernant les effets les plus nocifs de la crise, certains sont passés effectivement,
mais d'autres non. On doit être bien conscient que le devoir de tous les États, c'est de s'engager pour la croissance et pour l'emploi. C'est la priorité, il n'y en a pas d'autre. Après, on pourra commencer à réduire les déficits publics de façon à redonner de la confiance aux marchés internationaux et à s'assurer de la durabilité de nos comptes publics. Mais le plus important en ce moment, c'est que l'Union européenne ait une politique de continuité des plans de relance budgétaire jusqu'à la fin de la crise. La crise n'est pas encore finie, d'ailleurs il suffit de regarder les chiffres de l'emploi partout en Europe. On ne peut pas laisser nos concitoyens dans cette situation de chômage, on doit continuer les plans de relance, c'est-à-dire faire des investissements publics pour encourager la création d'emplois. Mais pendant combien de temps aura-t-on, selon vous, par exemple, au Portugal, un taux de chômage à 2 chiffres ? On est déjà sur le chemin de la relance au Portugal. Lors des 2 derniers trimestres, on a eu une croissance positive en comparaison avec les trimestres précédents, mais ça n'a pas encore eu d'impact sur l'emploi. De mon point de vue, c'est au cours de l'année 2010 que l'on va enfin commencer à récupérer des emplois. La priorité, dans mon esprit, c'est de continuer à faire ce que l'État fait et doit faire en ce moment, c'est-à-dire soutenir la dynamique économique pour récupérer des emplois. Que é apoiar o dinamismo económico para recuperar emprego. Le Portugal vient d'organiser le sommet ibéro-américain dont le thème principal était l'innovation et la connaissance. Quelle est l'importance d'une rencontre de ce genre pour un pays comme le Portugal ? Le sommet a permis 2 choses. En premier, discuter de la crise et de la réponse des États à cette crise. Et aussi l'identification des points sur lesquels on peut se mettre d'accord pour réformer les institutions mondiales. Et je parle de toutes les institutions. Banque mondiale, FMI. Il y a beaucoup de changements à faire dans la régulation économique mondiale. Há muita mudança a fazer. E na regulação económica também mundial. Quel est le secret de la réussite économique d'une société ? Je dirais que c'est la connaissance, l'innovation et la technologie. Le Portugal, par exemple, détenait la 14e ou 16e place dans le classement européen des services publics online sur la disponibilité et le degré de sophistication des services. Et on est en ce moment premier. Cela veut dire qu'on a fait une réforme très rapide de nos services publics en 4 ans seulement, ce qui nous a permis d'arriver à l'avant-garde. Aujourd'hui, tous nos enfants apprennent l'anglais dès qu'ils arrivent à l'école. Tous les enfants du Portugal, je ne sais pas si vous le savez, ont accès à un ordinateur, qu'ils soient riches, pauvres, qu'ils vivent à l'intérieur des terres ou sur la côte. C'est pour ça qu'on a l'espoir de devenir un pays où on parle mieux l'anglais et où on maîtrise toutes les technologies de l'information et de la communication. E ser país que domina melhor as tecnologias de informação e comunicação. Et si je vous donne tous ces exemples, c'est pour vous dire que c'est avec des projets comme celui-là qu'on peut développer et changer très vite une société pour amener une croissance économique durable. On termine sur cette note d'optimisme. Merci, Monsieur le Premier ministre.